Polis biciclette. L'audience est reprise. Vous avez la parole. Nous en arrivons maintenant à Sarajevo. Au tout début de la guerre, nous avions eu un grand groupe de volontaires du Parti radical serbe à Sarajevo. Ils ont participé au combat pour Grbavica II et pour Krasno. Ce groupe de volontaires était dirigé par Branislav Gavrilović Brne et Srđan Glamočanin. Et j'ai véritablement assuré un hélicoptère à l'intention de Branislav Gavrilović pour que celui-ci soit transporté depuis la Slavonie jusqu'à Sarajevo. Pouvez-vous répéter les noms parce que ils n'ont pas pris les noms. Branislav Gavrilović, surnommé Brne. C'est un nom qui est souvent mentionné. Il s'agit d'un voïvode tchétnique. Et Srđan Glamočanin, un homme qui a beaucoup de mérite de guerre, mais je ne l'ai pas promu voïvode parce que son père était vice-président du Parti radical serbe. C'est l'ex-témoin de l'accusation qui, ultérieurement, est passé du côté de la défense Jovan Glamočanin. Il vous a dit comment Zoran Djidic l'avait instruit pour qu'il témoigne faussement. L'accusation accorde beaucoup d'attention à l'une de mes conversations téléphoniques de cette époque-là. Un groupe de volontaires, environ 18 d'entre eux, s'est trouvé encerclé à un moment donné. Ils étaient à l'avant, en avant-poste par rapport au reste des forces serbes. Eux ont été encerclés à Krasno, mais il n'y avait pas assez de coordination entre les différents effectifs et ils se sont trouvés en danger d'être tous massacrés. Branislav Gavrilović a été blessé. Il m'a appelé au téléphone et vous disposez de cette conversation téléphonique sous forme d'enregistrement. Lors de cette conversation, moi, je lui explique que j'ai cherché à joindre Radovan Karadzic, que je n'y suis pas arrivé, mais que j'ai indiqué à la direction de la RSK qu'il fallait d'urgence venir en aide à ces volontaires et que j'ai même menacé de procéder au retrait de tous les volontaires du territoire de la Bosnie-Herzégovine si jamais on ne venait pas en aide à ceux-là. Peut-être que la menace était un peu excessive, peut-être leur serait-il venu en aide même sans que je les menace. En tout état de cause, l'aide s'est avérée être efficace. Et vous ne disposez que de l'enregistrement de cette conversation téléphonique. Peut-être avez-vous également cette conversation lors de laquelle j'ai appelé Katarina Vucic-Kacha, qui était employée au sein de l'agence Sorna et qui était une de mes camarades de la faculté de sciences politiques à Sarajevo et qui connaissait bien Radovan Karadzic. C'est bien que c'est par son intermédiaire que j'adressais mes messages par téléphone et mon exigence que l'on procède à l'extraction de ces volontaires du SRS. Mais vous autres, du bureau du procureur, vous êtes-vous demandé pourquoi vous ne disposiez pas d'autres conversations téléphoniques enregistrées? Vous n'avez que cet enregistrement où il est indiqué qu'il faut appeler d'urgence. Savez-vous pourquoi? Eh bien, parce que je suis un vieux dissident anticommuniste, un vétéran.
de cette lutte qui savaient pertinemment comment prendre contact avec les gens et qui n'avaient pas confiance en les conversations téléphoniques. En revanche, vous avez toute une série de conversations téléphoniques impliquant d'autres personnes que vous m'avez fournies, y compris Branislav Gavrilovic, Maja Gojkovic, la vice-présidente d'alors du SRS, qui se lâchent véritablement au téléphone et qui racontent tout ce qui leur passe par la tête. Bien entendu, il n'y a rien qui puisse me concerner et qui soit à charge dans ces conversations. Et vous ne pouvez pas trouver la moindre conversation téléphonique que vous pourriez utiliser, ne serait-ce que comme une illustration des événements qui se sont produits, et encore moins comme élément à charge. Je suis donc un vétéran expérimenté de la lutte anticommuniste, et en tant que tel, j'ai compris à temps ce que signifiait la mise sur écoute des conversations téléphoniques et toutes les conséquences que cela pouvait avoir. Cependant, ceci n'est pas vraiment important, parce que nous avions d'autres volontaires du SRS dans la région de Sarajevo. Je me rappelle le groupe commandé par Jovo Ostojic, le groupe de volontaires qui a participé au combat à Poliné. Mais vous avez complètement laissé ceci de côté. Vous êtes concentré sur 3 voïvodes tchèques, membres éminents du SRS, aux côtés desquels nous n'avons envoyé aucun volontaire. Alors moi, je rendais visite à l'unité de Slavko Aleksic lorsque je me rendais sur place. Cette unité était composée de volontaires originaires de différents États du monde. Il y avait surtout des Russes, mais également des Ukrainiens, des Bulgares, des Français, des Italiens, un Allemand, un Japonais, et encore des ressortissants d'autres États. Et à chaque fois, je lui rendais visite. Slavko Aleksic était un combattant particulièrement courageux et un excellent commandant. Malheureusement, sous l'influence de Djujic, après la guerre, il s'est rangé aux côtés de Biljana Plavšić. C'est alors que notre amitié a pris fin. Il est resté voïvode tchétnik, personne n'a remis en question son titre, mais depuis, nous n'avons plus eu aucun échange. Et moi, j'ai reconnu à temps la trahison de Biljana Plavšić. Beaucoup de Serbes honorables ne l'ont pas fait, si bien qu'ils ont été déçus par la suite. Certains s'en arrachaient les cheveux par la suite. Mais nous n'avons envoyé aucun volontaire dans l'unité de Slavko Aleksic. Deuxièmement, au début de la guerre, Slavko Aleksic était membre du conseil municipal du SDS. Puis ensuite, il est passé au Parti radical serbe, au SRS. Il a d'abord été mobilisé comme policier, puis il a constitué une unité à part. Le nom de Slavko Aleksic ne peut être lié à aucun crime de guerre. Alors, l'autre individu, c'est Brne, Branislav Gavrilovic Brne. Vous avez entendu la façon dont il est arrivé dans la région de Sarajevo. Lorsque l'opération impliquant nos volontaires à Gorbavica s'est achevée et qu'ils sont rentrés en Serbie, Branislav Gavrilovic, lui, est resté à Sarajevo, parce qu'il était de Sarajevo. Et vous avez toute une série de ces conversations téléphoniques depuis Sarajevo, avant le début de la guerre, en Bosnie-Herzégovine. Il était amoureux de Maja Gojkovic à l'époque, c'est bien que ces conversations ont un caractère assez personnel. Vous m'en avez fourni une pile entière de ces conversations. Branislav Gavrilovic est resté à Sarajevo, qui était son lieu de naissance, et il a rejoint les rangs de la brigade d'Ilidja de la VRS.
Il a participé au combat sur le mont Igman. Il a rassemblé un certain nombre de volontaires de cette région. Peut-être peut-être quelques volontaires est-il également arrivé de Serbie. Mais l'état-major du SRS ne lui envoyait personne. À un moment donné, au mois de mai 1992, il était même furieux. Lorsque Nikola Poplachen a été nommé président du SRS pour la Republika Srpska à titre temporaire, il a même quitté le SRS pour créer son propre mouvement et le registrer. Il a rassemblé 700 membres, et je le sais parce qu'il m'a ultérieurement remis les fiches de tous ses membres. Moi, je ne renie rien de tout cela et je ne souhaite pas m'en distancier. Je ne me distancie d'aucun voïvode tchétnik et d'aucun de mes collaborateurs. Je souhaite simplement attirer votre attention sur les faits et sur votre interprétation erronée afin de la corriger ici même. Branislav Gavrilovitch n'a commis aucun crime de guerre. Si l'on part de la description de l'arrestation de Perica Koblar, la façon dont il a été fait prisonnier, on voit à quel point il prenait soin des prisonniers de guerre. Il lui a même passé un gilet pare-balles pour qu'il ne se fasse pas tuer en chemin si jamais un membre des forces musulmanes venait à le reconnaître. Le fait qu'ensuite Perica Koblar ait menti pour se présenter aux autorités musulmanes sous un jour entièrement différent, c'est autre chose. Vous avez vu la façon, ou plutôt le sort qui a été celui de Perica Koblar ici, dans le prétoire. Troisième individu, Vassilie Vidovitch, surnommé Vasquet. Il était l'un des fondateurs du mouvement tchétnik serbe à Belgrade. L'un des 100 premiers signataires lorsque nous avons essayé de faire enregistrer en tant que parti politique le mouvement tchétnik serbe. Il avait alors le surnom de Yaharo. Nous ne l'appelions pas Vasquet à l'époque. Lui est parti avec l'un des groupes de volontaires en direction de Benkovac en 1991. Lorsque je voyageais en Republika Srpska en novembre 1991, j'ai également rendu visite à cette unité à Benkovac. Et les membres de cette unité étaient assis dans ce café où j'ai discuté avec des soldats serbes et où j'essayais de les persuader de porter des casques. Vous avez présenté une partie de cet enregistrement vidéo. Ensuite, je n'ai plus eu aucun contact avec Vasko Vidovitch. Lorsque le plan Vance a été adopté, il est revenu à Iliash, et lorsque la guerre a éclaté en Bosnie-Herzégovine, il a constitué une unité de volontaires représentant à peu près une section en termes d'effectifs. Enfin, il avait une 50aine d'hommes. Plutôt un peloton, en fait. Alors, Madame et Messieurs les juges, j'ai fait passer de force et fait verser au dossier, alors que vous étiez assez réticents, le journal de guerre de ce voïvode tchétnik, Vasquet Vidovitch. C'était un cadeau à votre attention. Et je n'ai eu aucun contact avec lui, en fait, jusqu'en 1994, jusqu'au moment où j'ai procédé à la nomination des voïvodes tchétniks au mois de mai 1993 à Romania. Je ne l'ai pas nommé, lui. Je ne savais même pas où il se trouvait. Jusqu'en 1994, je ne suis jamais allé à Vogošća, à Iliash, à Rajlovac, Ilidja et Hadjiči. En 1994, lorsque je suis venu à Sarajevo pour rendre visite aux unités sur ligne de front, Vassilie Vidovitch est venu à Grbavica. Il m'a demandé que le lendemain nous allions à Iliash.
J'ai rendu visite à son unité pour la première fois en 1994. Après cela, ce n'est qu'après cela, a posteriori, que je l'ai nommé voïvode tchétnik. Lorsque j'ai vu, une fois que j'avais vu son unité, que j'ai pu constater qu'il s'agissait de combattants courageux qui étaient devenus membres du SRS, ils avaient passé pratiquement la totalité de la guerre sur des positions à Tchekerchichi, un village sur l'axe Iliash-Vissoko, un poste avancé si vous voulez, situé sur une élévation et qui avait une signification stratégique toute particulière, notamment compte tenu du fait que l'unité de Vaskevidovic était là-bas déployée. Les musulmans n'ont jamais pu prendre cette position et ils n'ont jamais pu opérer de percée depuis Vissoko en direction d'Iliash. Nous n'avons jamais envoyé des volontaires de Belgrade pour qu'ils rejoignent l'unité de Vaskevidovic. Et d'ailleurs, ils n'en avaient jamais fait la demande. Nous avons dépêché des volontaires ailleurs. Nous avons envoyé en masse des volontaires sur le plateau de Nišić vers Olovo. Parce que là-bas, il y avait des positions serbes assez sensibles dans une zone assez peu peuplée. C'est bien qu'il n'y avait pas assez de volontaires, et certains de nos volontaires y sont donc allés. Beaucoup d'entre eux ont péri. D'autres unités de la VRS s'y sont également rendues. Et la fois suivante où je me suis rendu à Iliash, c'était en 1995. Vassilie Vidovic était alors déjà voïvode tchétnik. J'ai de nouveau rendu visite à toutes les positions serbes, à Iliash, Rajlovac, à Ilidja et à Hadjići. Sur le chemin du retour vers Palais, à Poliné, j'étais à bord du véhicule de Vassilie Vidovic. Il était au volant, et moi j'étais à côté de lui. Il s'agissait d'une Jeep avec un crâne en plastique sur son capot. Tomislav Nikolic était également à bord, le même Tomislav Nikolic qui est maintenant un agent de l'Occident, formé par les services français. Il y avait également Nicolas Poplachen et l'un de nos volontaires de Bielina, qui était à l'arrière. À Poniné, nous avons été pris pour cible par les forces musulmanes. Ils ont sans doute choisi le meilleur tireur en utilisant une maloutka, mais probablement sa main a-t-elle tremblé au dernier moment, si bien qu'il n'a pas touché notre véhicule. Il a touché, en fait, une partie de la route qui se trouvait sous la roue avant droite de la Jeep. Il y a eu une colonne de poussière et de terre qui s'est élevée. La Jeep était endommagée, un des phares, un des clignotants avait été endommagé. Vassilie Vidovic s'est arrêté pendant quelques instants. Moi, je lui ai crié « Continue !» Et nous sommes rapidement sortis de la zone dans laquelle les musulmans pouvaient nous tirer dessus. Voilà de quoi il s'agit. Il s'agit donc de cet incident heureux, malheureux pour tous les ennemis des Serbes, puisque nous nous en sommes sortis d'un poil, certes, mais nous n'avons pas perdu la vie à cette occasion. Pourquoi suis-je en train de vous raconter tout cela? C'est pour vous montrer que je me souviens parfaitement de tous les détails, alors que vous avez fait preuve d'une absence totale de sérieux dans la façon dont vous avez présenté certains faits. Il est impossible d'attribuer le moindre crime de guerre à Vassilie Vidovic. Vous avez parlé de certains crimes à Ilieshevo et établi un lien entre cela et le fait que son unité a participé au combat à Ilieshevo. Mais aucun membre de son unité ne s'est trouvé sur le lieu de ce crime. Vous avez eu ce témoin qui, par chance, a survécu
à une fusillade par les musulmans. Il n'a pas évoqué Vidovic et son unité, pas même d'un seul mot. Vous avez également ce faux témoin, Safet Sejdić, qui était un combattant serbe. C'était un Rom. Et il servait une mitrailleuse M84, la plus perfectionnée. La faucheuse, c'était son surnom. Et c'est ainsi qu'il est devenu populaire. Mais après les accords de Dayton, il est resté vivre sur le territoire d'Iliash et il a connu une véritable torture de la part des autorités musulmanes nouvellement formées et d'une partie de la population musulmane. Alors ici, il est venu témoigner et être faux témoin. On se souvient du plus grand des mensonges qu'il a proféré ici, à savoir qu'il avait vu, en direction du plateau de Vyšicka, à une date déterminée, Radovan Karadžić, Ratko Mladić et moi-même. Alors, je me suis ri de lui. J'ai dit que Radovan Karadžić ne pouvait pas y être puisqu'il était à Belgrade, puisque les rapports, enfin les textes des journaux en informaient aussi, et Ratko Mladić a fait savoir qu'il ne pouvait pas être là-bas parce que la VRS n'aurait pas accepté que trois personnalités aussi éminentes se soient trouvées en même temps, au même endroit, à portée des tirs de l'ennemi. Et vous avez avalé l'hameçon comme si c'était bien vrai. Vous avez peut-être même participé à concocter ce mensonge, mais la chose était facilement vérifiable. Quand je suis allé à ce plateau de Nishitchka, je ne suis pas allé là-bas depuis Iliash, j'y suis allé depuis Romania. J'ai rendu visite à toute la ligne de front sur l'axe de Olovo, et j'ai été dans la maison d'un évêque serbe, Longin. Sa mère était encore vivante. Je l'y ai d'ailleurs trouvé une fois là-bas. Aucun de ces mensonges ne peut avoir quelque fondement que ce soit. Pour ce qui est de Nicolas Poplachen, mais c'est un collaborateur à vous, c'est lui qui a fait une déclaration à titre confidentiel. Personne du Parti radical serbe ne l'a informé d'avoir... il n'a informé personne au Parti radical serbe d'avoir eu un entretien avec vous et d'avoir fait une déclaration. Il s'est exprimé de façon négative à mon égard, mais il n'a fourni aucun fondement pour qu'il y ait incrimination quelle qu'elle soit. Nous l'avons exclu par la suite de ce Parti radical serbe. Nous l'avons exclu même avant que d'apprendre qu'il avait été l'un de vos collaborateurs, parce qu'il avait procédé à des accords dénués de principe avec les autorités locales de Banja Luka pour que son témoin en mariage devienne directeur d'une usine. Les intérêts du Parti radical serbe ont été subordonnés à cet intérêt-là. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas fait venir ici pour qu'il témoigne? Il a témoigné dans l'affaire Krajičnik pourtant. Alors qu'est-ce qu'on veut m'imputer pour ce qui est de ce qu'il a fait lui-même? Il n'avait pas été involontaire du Parti radical serbe. Il a été déclaré voïvode tchétnik, oui, mais seulement en 1995. Et vous savez pourquoi? Partant du fait qu'il avait déjà été professeur à l'université de Banja Luka et à un moment donné, lorsque les musulmans originaires de Bihać, fin 1994, début 1995, avaient opéré une percée dans les positions serbes et s'étaient emparés d'une grande partie du territoire. Et à partir d'un détachement composé d'étudiants, il est allé intervenir et ce détachement a eu beaucoup de mérite pour ce qui est des combats qui ont eu lieu là-bas. C'est la raison pour laquelle il a été déclaré voïvode tchétnik, serbe. Bien sûr, il y avait des motivations politiques de mon côté pour ce faire, parce qu'il était président du parti pour la Republika Srpska, et il y a eu des motifs politiques aussi pour que Tomislav Nikolić, de même, soit déclaré voïvode tchétnik, bien qu'il n'ait pas fait beaucoup de preuves en matière de combat.
Il avait été volontaire pendant un mois ou deux en Slavonie de l'Est, oui, mais il n'y a pas eu de grand mérite au combat pour dire qu'il avait mérité de ce fait. C'est surtout pour des raisons politiques qu'il est devenu. Et nous avions eu des antécédents pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le voïvode Jevdjevic n'a jamais été un commandant. C'était un homme politique. Mais on a dit, et on l'a proclamé, voïvode tchétnik serbe. Et ça m'a motivé pour procéder de la sorte dans ce cas de figure. Donc par analogie avec Vojislav Jevdjevic. On me reproche aussi le fait de publier un journal intitulé Serbie de l'Ouest. Pourquoi n'avez-vous pas posé de questions à Nicolas Poplachen au sujet de ce journal? C'était lui qui contrôlait la publication, c'était pas moi. Il y a eu 11 numéros de publiés. Après, le journal a été supprimé. Alors, pourquoi ne comparez-vous pas le journal Serbie occidentale avec le journal ou la revue La Grande Serbie? Les différences sont énormes. Parce qu'on a pu voir des caricatures qui étaient susceptibles de générer de l'intolérance religieuse. Ça n'a jamais pu être trouvé dans la revue Grande Serbie. Et quel est le lien que j'ai avec la Serbie occidentale? Alors vous dites, on affirme que c'est une revue placée sous mon contrôle, mais c'est de l'insolence et de l'impertinence de votre part que d'affirmer chose pareille. À Sarajevo, il n'y a pas un seul crime de commis qui pourrait être imputé à des volontaires du Parti radical serbe. Et vous n'avez réussi à rien prouver du tout. Tout a été brisé en éclats. Il y a eu des crimes de commis, ça et là. Mais pourquoi n'avez-vous pas enquêté à leur sujet? Ce n'est pas les volontaires du Parti radical serbe qui pouvaient emmener des prisonniers de guerre aux premières lignes de front pour qu'ils creusent des tranchées. Pourquoi n'avez-vous pas déterminé qui est-ce qui l'a fait? Qui est-ce qui avait des compétences pour le faire? Mais vous nous attribuez Vanina Kucha ou... Comment ça s'appelle déjà? J'ai déjà oublié. Mais ça n'a rien à voir avec nous. Alors penchons-nous un peu sur Mostar et Nevesinje. Au mémoire en clôture, il est dit que le général Perišić a détruit Mostar et que les volontaires du Parti radical serbe, c'est-à-dire une unité de volontaires sous le commandement de Oliver Denis Barrett, avaient été placés sous le commandement de Momčilo Perišić. D'abord, Mostar n'a pas du tout été détruite à ce moment-là. Quoiqu'il bien pu être ciblé par Momčilo Perišić et son artillerie, il y a bon nombre de témoignages et d'éléments de preuve qui disent qu'il prévenait d'abord par radio la partie croate du fait qu'il allait cibler telle installation militaire et il informait la population civile pour qu'elle puisse se mettre à l'abri en temps utile et quitter ce secteur. Donc ça, c'est un fait. Tant que Perišić était là-bas, il gardait fermement sous son contrôle une partie de Mostar, c'est-à-dire la rive gauche de la Neretva. Lorsque la JNA s'est retirée, il y a eu chute de la ligne du front. Et pour ce qui est d'un groupe de volontaires qui était conduit par le dénommé Oliver, personne ne saurait dire quoi que ce soit de mal. Et même vos faux témoins n'ont pas pu se souvenir de quelque méfait que ce soit. Alors on a trouvé des Chechelyevtsi, prétendument des hommes de Chechel qui aiguisaient leurs baïonnettes qu'on mettait sur le fusil automatique et sornettes de ce genre. Oliver Denis, ce 25 mai, était en ma compagnie à Podgorica. Et c'est là qu'il a été blessé quand on m'a jeté dessus une grenade à main. Il était à proximité immédiate et il a été blessé dans les jambes et au bas-ventre. Je vous ai apporté le livre intitulé « L'attentat de Podgorica » où vous avez pu lire
la totalité de ce qui s'est dit au procès et les déclarations de tous les blessés, de tous les témoins oculaires, le jugement rendu à l'intention d'un certain Adem Chabotic, un musulman qui a été condamné à 15 ans de prison pour cet attentat et qui a purgé sa peine. Tout ça, vous l'avez eu, vous l'avez obtenu. Donc, cette unité de volontaires, on ne peut rien dire de mal d'elle. Que s'est-il passé ensuite? Fin mai, la JNA se retire de Mostar. Il reste des unités de l'armée de la Republika Srpska nouvellement créée. Puis, il y a une insurrection musulmane dans les arrières, au bas du mont Velej. Ces musulmans étaient loyaux à l'égard des autorités serbes et ont obtenu de la part de la JNA des quantités d'armes considérables pour leur sécurité personnelle. La JNA leur faisait confiance. Et lorsque la JNA s'est retirée, ils se sont attaqués par surprise aux Serbes de dos. Ils ont tué un officier serbe et c'est là que il y a rupture de toutes les lignes de front sur la Neretva. De grands villages, Klepci, Tasovčići, Prebilovci, des villages serbes, tombent. Ce sont des villages qui ont subi de terribles crimes de guerre croates pendant la Deuxième Guerre mondiale et ils ont survécu à la guerre, mais il ne reste plus désormais de Serbes là-bas. Il y en a eu beaucoup de tués et les autres ont dû fuir. À l'époque, en Herzégovine, nous avions plusieurs centaines de volontaires sous le commandement de Branislav Vakić, dans le domaine ou le secteur de Bobani. C'est un domaine assez important, ou un secteur assez important, qui se trouve non loin de Trebinje et à proximité de Dubrovnik. Il y a un grand nombre de villages serbes dans ce coin-là, des villages orthodoxes. Il y a 2 villages catholiques et un autre village à majorité orthodoxe où il y avait 3 tribus catholiques à Kiev-Do. Mais les villages étaient plutôt assez peu peuplés parce que les communistes dans les années 70 ont supprimé la voie ferrée qui allait de Čapljina à Dubrovnik. Et les gens n'ont plus vu de perspective, donc ils ont quitté la région, soit pour aller vers Dubrovnik, soit pour aller vers Trebinje. D'autres sont partis bien plus loin. Alors, c'est un secteur assez grand de par sa superficie, mais avec peu de population, et cette population, il fallait la défendre. Et c'est la raison pour laquelle Božidar Vučorević avait demandé des volontaires originaires de Serbie, et c'est la raison pour laquelle il y a eu plusieurs centaines de volontaires du Parti radical serbe à se rendre là-bas. Ayant appris que les lignes de front étaient en train de s'écrouler au niveau de la Neretva, Branislav Vakić, avec 19 volontaires, va à Nevesinje, part pour Nevesinje, il se présente au colonel Novica Gušić, qui est commandant de la brigade de Nevesinje, et lui propose son aide. Gušić dit « Je ne peux pas attendre que vous reveniez pour ramener tous ces volontaires. Vous qui êtes venus, allez vous battre si vous voulez nous aider. Si véritablement vous voulez nous aider. » Et Vakić est allé au combat. Et sur les 20, il y en a 4 à avoir été tués. Tout ça, ça a été raconté au prétoire par le témoin clé, le témoin crucial de l'accusation, Goran Stoparić, qui a été blessé. Il y avait bon nombre de détails que j'ai entendus pour la première fois ici même, dont je n'avais pas été au courant. Alors, que se passe-t-il? Un volontaire du groupe Vakić, qui était commandant d'une section ou d'un peloton, avait eu une dispute avec Vakić et il a quitté l'unité. Et il est allé à Boračko Jezero, où il a été tué. Alors, partant de cet homme-là, vous tirez une conclusion qui est celle d'affirmer que nous avions eu des volontaires du Parti radical serbe à Boračko Jezero, au lac de Boračko. Ce n'est pas vrai, vous avez menti. Il n'y a eu que ces 20 volontaires commandés par Vakić sur le territoire de Nevesinje. Et sur ces 20, il y en a 4 à avoir été tués et 2 ou 3 qui ont été blessés. Alors, on m'attribue, on me reproche des crimes azaliques, ou plutôt Vrapčići. Sutina et Zalik, c'est à côté de Vrapčići.
Mais nous n'avons jamais eu de volontaires là-bas. Et le procureur lui-même me donne des documents du tribunal cantonal de Mostar, avec un acte d'accusation, un jugement rendu. Mais on les a vus, l'acte d'accusation et le reste ici dans le prétoire, où on voit qu'il y a 20 ou 30 personnes qui ont fait l'objet d'une procédure pénale. Et il n'y a personne à être venu de Serbie. C'était tous des gens du cru. Et tout à coup, l'un des faux témoins a déclaré « Ah, mais il y a dû y avoir sûrement des Chechelevtsi ». Et le procureur dit « Voilà, il y a eu des Chechelevtsi ». Mais alors, qu'on en identifie un seul, qu'on nous identifie cet homme de Vranier, qu'on dit avoir plastiqué l'église catholique de Névesigné. Mais retrouvez-le. Comment se fait-il que personne d'entre nous ne soit au courant de cet homme venu de Vranier? Ni Vakic lui-même n'est pas au courant. Alors moi, je n'ai pas l'intention de me distancier de qui que ce soit. Je ne fais que présenter des faits. À l'occasion des premières élections suite à la chute de la dictature communiste à Névesigné, c'est le mouvement du renouveau serbe qui l'a emporté aux élections. Quand je suis arrivé à Névesigné en 91, je ne suis pas allé rendre visite à la municipalité parce que je savais qu'il y avait là-bas des membres du SPO, du mouvement du renouveau serbe. Je suis passé par Névesigné, je me suis baladé dans la ville, je suis allé jusqu'aux premières lignes du front, parce qu'en 91, il y avait déjà une ligne de front, parce que les Croates s'étaient insurgés en Herzégovine de l'Ouest. Il y avait déjà des activités militaires là-bas en 1991. Alors, on me reproche Arsène Grachovac, avec tout le respect que j'ai pour cet homme, parce qu'il a été tué au combat, lui. Et sans pour autant savoir s'il a une culpabilité quelconque ou pas, je ne veux pas m'aventurer à porter un jugement, mais je vous ai présenté des documents pour dire que le dénommé Grachovac, c'était un député municipal du mouvement du renouveau serbe. Donc le débat, en ce qui me concerne, pour cet homme-là, est clos. Alors on trouve un clip vidéo de la télévision qui dit du temps des barrages routiers dans la rue en 91, quelqu'un avait déclaré qu'il ne reconnaissait que le commandement de Milan Martic et de moi-même. Alors c'est ridicule, mais c'est plutôt assez triste aussi. Mais il avait pu déclarer n'importe quoi. Mais, il a déclaré, et alors? On tire une conclusion qui est celle de dire, oui, il avait été commandant. Alors, mais êtes-vous normaux? Non. Arsène Grachovac était à la tête du détachement appelé Karageorge. Je ne peux rien dire de mal au sujet de ce détachement. Mais ce détachement s'est battu dans les effectifs de la brigade légère de Konitz, sous le commandement de Boro Antel. Et dans cette brigade, le SPO de Serbie avait envoyé ce qui était appelé à l'époque la garde serbe. Vous avez eu ici le président du comité local du SPO de Hrtkovci, Alexa Ejic, qui a confirmé qu'il avait été là-bas en sa qualité de membre de la garde serbe. Là-bas, il y a eu des crimes de commis. Nous avons entendu de jeunes femmes musulmanes dont les enfants ont été tués, dont les maris ont été tués et qui ont été détenues à Borachko Jezero. Et ces femmes, entre autres, ont été exploitées à titre sexuel ou abusées à titre sexuel pendant assez longtemps, pendant 1 an. Elles ont fait leur apparition dans le prétoire, ici, et elles ont aidé à ma défense. Elles ont aidé à tirer au clair certaines choses. Et même si certaines d'entre elles avaient pensé qu'il y avait des hommes à Chechel et des bérets rouges à Borachko Jezero, il s'est avéré que les bérets rouges, c'était une unité de reconnaissance de la brigade d'infanterie légère venue de Konitz, sans plus.
vous avez eu un document qui a été signé par Krsto Savic, chef de la police à Nevesinje. Et lui, il essaie maintenant de faire porter le chapeau à des hommes à Šešelj. Mais ce Krsto Savic, dans le public, c'est quelqu'un de connu surtout parce que, de dos, il a tué Radovan Radović, un voïvode tchétnik, en janvier 1998. Il a fui ensuite à Banja Luka et il n'a pas été accessible pour ce qui est de la justice du pays. Puis il a été capturé et jugé à Sarajevo. Je ne sais pas quelle est la peine prononcée, mais c'est un tribunal de la Bosnie-Herzégovine qui s'en est occupé. Et ce document émanant de lui, vous le versez au dossier, comme si c'était chose prouvée. Mais pourquoi ne l'a-t-on pas cité à comparaître? Ça aurait été le meilleur des témoins de l'accusation, puisqu'il était chef de la police à Nevesinje, pour tirer toute chose au clair, pour savoir comment ça s'est passé. Vous ne l'avez pas fait parce que ça ne vous arrangeait pas, parce que vous ne voulez pas faire connaître la vérité, vous voulez que les choses soient rendues les plus floues possibles, parce que c'est dans le flou qu'on réussit à attraper telle ou telle chose. Et là, pour cette fois-ci, vous n'avez rien attrapé du tout. Et c'est la raison pour laquelle ce procès est en train de se retourner contre vous. C'est une raison de plus pour dire que ce procès en justice, c'est une grande compromission de ce tribunal de la Haye. Vous avez fait comparaître des témoins à vous qui ont en fait aidé la défense. Vous avez cité un témoin qui a fait l'objet de grands espoirs de votre part et qui a confirmé que cette unité d'Oliver Denis Barrett était disciplinée là-bas et qu'il n'y avait aucun crime à lui reprocher. L'unité de Radovan Radović était disciplinée, aucun crime à lui reprocher non plus. Alors comment Radovan Radović est-il devenu voïvode tchétnik? Vers 1993 ou 1994, je suis allé rendre visite à l'Herzégovine. Radovan Radović, qui avait déjà une unité de la force de plus d'une compagnie, presque un bataillon, une unité qui s'appelait les volontaires de Radović, ou la garde de Radović. Il est venu et il a accédé au parti radical serbe. Et comme tous en Herzégovine avait dit pour lui que c'était un grand combattant et quelqu'un de très capable, j'ai fait de lui un voïvode tchétnik serbe. Et c'est à ses côtés que j'ai inspecté les positions de son unité à Trebević. Et on a noté que j'ai même tiré à la mitrailleuse lourde. Et l'un de vos faux témoins a dit que j'avais tiré sur Mostar. Mais il s'est avéré qu'entre cet endroit et Mostar, il y avait plus de 30 kilomètres. Et qu'entre les deux, il y avait une grande colline. Et hélas, je n'ai pas pu avoir une portée jusqu'à Mostar avec ma mitrailleuse lourde. Mais j'ai peut-être réussi à toucher certaines positions musulmanes. Du moins, je l'espère. Dakle, to bi bila... Voilà. Telle serait pratiquement toute la vérité sur les événements d'Herzégovine. Nous avons eu plusieurs autres groupes de volontaires là-bas. À Kalinovic, un groupe assez important de volontaires. Oliver Denis Barrett était le commandant. Et je pense que c'était en 1994, en l'espace d'une seule journée, nous avons perdu 10 volontaires dans un assaut. Une perte très importante. Et ils ont perdu la vie parce que les différentes unités serbes ont mal synchronisé leurs activités. Les volontaires du Parti radical serbe allaient à l'avant. Donc, ce sont eux qui ont pris position
pour devancer l'attaque avant les autres unités et finalement on a eu 10 volontaires de tués. Or vous n'avez même pas remarqué que nous avons eu des volontaires à Kalinovic et ce n'est pas le seul endroit où nous en avons eu. Mais nulle part les volontaires du Parti radical serbe n'ont pu être mis en relation avec un seul crime. Peut-être qu'il y a eu une certaine peur dans la population croate et musulmane. Les volontaires du Parti radical serbe et tchétnique serbe leur faisaient peur. Mais cette peur, elle se fonde sur des préjugés nourris pendant des décennies par des communistes, parce que les tchétniques auraient été des criminels de la Seconde Guerre mondiale. Le procureur nous dit que les tchétniques sont des extrémistes et que j'ai protégé, moi, des extrémistes et une organisation militaire extrémiste ou quasi-militaire ou des traditions extrémistes. Mais on ne peut pas dire que les tchétniques de la Seconde Guerre mondiale ont été des extrémistes. Ce sont les communistes qui ont été des extrémistes. Et hélas, du fait de la volonté des grandes puissances, ce sont eux, ces extrémistes communistes, qui sont arrivés au pouvoir après avoir tué environ 200 000 personnes. Je ne peux pas défendre l'ensemble des tchétniques de la Seconde Guerre mondiale. Je suis au courant d'un crime qui a été commis par des unités tchétniques de voïvode Pavlo Djuric à Foča. Mais je sais aussi que ce crime a été précédé par un crime de très grande ampleur commis par des unités oustachi musulmanes, commis contre des civils serbes. Je suis au courant d'un seul crime, et jamais personne n'a pu m'en citer un deuxième, commis contre les Croates. Il s'agit de Dugopolje. C'est là que une unité d'une 120aine d'hommes de Banja Rotković a tué environ une centaine de Croates catholiques. Et ce sont les deux seuls crimes, tant soit graves, commis par des tchétniques contre les Croates pendant la Seconde Guerre mondiale. Je n'en ai jamais entendu parler d'un troisième et personne ne peut m'en trouver, même ceux qui haïssent le plus les tchétniques. Quant aux crimes communistes, ils sont sans nombre. Seuls les crimes oustachi sont comparables à cela. Parce qu'en fait, les crimes oustachis sont de 5 fois plus importants que les crimes communistes, puisque les oustachis, en tout, ont tué 1 million de personnes, dont 700 000 uniquement au camp de Jasenovac. C'est d'après les chiffres de Vladimir Dedier, grand historien yougoslave. 200 000 personnes ont péri de la main communistes, donc en comptant ceux qui ont été tués pendant la guerre elle-même et pendant les 2 années à l'issue de la guerre où ils ont massivement fusillé, surtout les Serbes, de ville en ville, ils ont fusillé tous ceux qui ne plaisaient pas au régime communiste. Tels sont les faits historiques. Alors, ce qui vous pose problème, ce sont justement les faits. Car vous essayez de combattre les faits. Vous essayez de faire remplacer les faits par des mensonges qui servent vos intérêts, des mensonges qui sont portés à ma charge. Et à chaque fois, ces mensonges éclatent, tels des bulles de savon. Vous dites que par mes déclarations, j'ai matraqué, j'ai utilisé des mots pour frapper comme à l'aide d'un obusier et que lors de mes conférences et de mes meetings, on a tué des non-serbes. Écoutez, j'organise à Belgrade un rassemblement du Parti radical serbe et pendant ces jours-là, quelqu'un a commis un crime quelque part dans les environs de Zvornik. Et vous établissez un lien entre ces deux choses-là. C'est ce que vous avez fait de manière tout à fait directe pendant votre réquisitoire. Mais cela défie le bon sens.
Vous dites qu'il y a eu différents groupes de Chechelevtsi, qu'il y a eu des partisans de Chechel qui auraient commis telle ou telle chose à différents endroits, mais vous ne les identifiez pas. Je vous dis qu'après le 26 avril, jamais il n'y a eu de volontaires du Parti radical serbe dans la région de Zvornik. Et vous me trouvez tel ou tel homme de Chechel à différents endroits où des crimes véritables ou inventés auraient été commis. On ne peut pas vous faire confiance sur les affirmations que vous faites, disant que tel ou tel crime a été commis quelque part. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, puisque vous êtes tout à fait capable d'inventer toutes sortes de choses, car à vos yeux, il n'y a pas d'équivalence entre le moral et le droit. Dans le monde civilisé, les deux ne sont pas séparables. Depuis la Grèce, depuis l'Antiquité, depuis Rome, on insiste sur le lien indissociable de la morale et du droit. Or, dans votre interprétation, ce sont plutôt des tendances divergentes. Le droit et la morale s'écartent de plus en plus. Car, à vos yeux, seules les choses immorales relèvent du droit. Seules les choses qui relèvent du quasi-droit sont légales. C'est une quasi-justice internationale que vous défendez dans la pratique. Vous démontrez en fait la justice internationale telle qu'elle ne devrait pas être. Et dans la pratique, vous démontrez que vous n'êtes qu'un instrument d'une politique obscure, de forces obscures, que votre tâche, votre mission est sournoise, celle de porter préjudice au peuple serbe. Et en ce qui me concerne très particulièrement, de m'éliminer de la scène politique par quelque moyen que ce soit par un acquittement ou par un meurtre. Vos patrons, à leurs yeux, peu leur importe comment cela sera fait. Peut-être que vous ignorez même leurs projets. Vous n'êtes que leur instrument, l'instrument de ce globalisme, de cette mondialisation qui est le nouvel ordre international. Et ce nouvel ordre a démontré sa nature totalitariste ici, devant ce tribunal de la Haye, et ce par le biais d'un très grand nombre de procès. Sa nature totalitaire, car l'idéologie sur laquelle vous vous appuyez est une idéologie totalitaire. Nous la connaissons de l'époque hitlérienne, de l'époque de Staline. Vous ne faites que la perfectionner, en fait. Hitler et Staline ont été plus honnêtes que les Américains et d'autres promoteurs de cette globalisation. Ils ont agi de manière plus ouverte. Chez vous, tout cela est un peu plus dissimulé, mais cela n'empêche que vos objectifs sont les mêmes. Et je me félicite d'avoir eu cette occasion me permettant de démasquer votre nature, vos objectifs, les coulisses de votre activité et avant tout vos patrons et ceux qui inspirent votre action. Et je pense que nous pourrions en terminer pour aujourd'hui parce que je me sens assez fatiguée. Bien. Je crois que vous avez dû utiliser 6 heures et 30 minutes, quelque chose comme ça. Non, 6 heures 20 minutes. Donc il vous restera la semaine prochaine 3 heures et 40 minutes. Nous nous retrouverons, comme vous le savez, mardi à 14h15 et mercredi, nous nous retrouverons à 9h du matin. D'ici là, je souhaite à tout le monde une bonne fin de semaine et à mardi. Note de la cabine française. Note de la cabine française, remplacer fusillade par les musulmans dans ce volet d'audience vers 12h35 par exécution de musulmans.